Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'analyse de Westworld, de la première saison de Westworld. Il s'agit de la remise en ligne d'une vidéo qui date de l'époque de The Grand Est et la réalisation technique est assurée par Nicolas Cattard. Et vous aurez droit à cette introduction au début de chacune de ces prochaines vidéos qui seront remises en ligne pour répondre aux demandes de certains d'entre vous. Donc je vous souhaite un bon visionnage et à très vite. Salut. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse du 4e épisode de Westworld. Je préfère vous prévenir tout de suite, alerte spoiler pour cette vidéo qui va sans doute dévoiler l'une des grandes révélations de cette première saison de Westworld. Cet épisode s'ouvre sur un entretien entre Bernard et Dolores, un entretien dans lequel il parle notamment de deuil. Les paroles de Dolores font étrangement écho à celles de Bernard dans l'épisode 3, lorsqu'il évoquait la mort de son fils Charlie avec son ex-femme. Dolores commence à questionner la réalité du monde qui l'entoure et Bernard l'invite à essayer de percer le secret du labyrinthe. Elle doit en trouver le centre pour devenir libre. Lorsque Dolores se réveille au campement de William et Logan, on se pose forcément la question: comment l'entretien avec Bernard a-t-il pu être physiquement possible tout en restant discret? À mon avis, la toute première image de cet épisode, le reflet de Bernard dans l'œil de Dolores, nous donne un indice. En réalité, ces entretiens se déroulent au cœur du programme de Dolores. Et cela vient clairement renforcer mon impression que Bernard est en réalité une réplique androïde de l'esprit d'Arnold. Bernard serait donc une réplique de ce fameux cofondateur du parc, une réplique qu'utiliserait Robert Ford pour l'aider dans les tâches les plus complexes liées à la conception des hôtes, mais je reviendrai plus en détail sur cette théorie dans la deuxième partie de cette vidéo. Lorsqu'on retrouve Dolores un peu plus loin, elle semble avoir une autre hallucination lorsqu'elle rencontre la petite fille du hors-la-loi Lawrence. Lors de cette rencontre, réelle ou imaginaire, des souvenirs reviennent à Dolores. Un événement important et tragique semble s'être déroulé dans une église blanche au clocher sombre. Et ce clocher correspond certainement à celui qu'est allé visiter Robert Ford à la fin du deuxième épisode. Et je pense vraiment que cet endroit et le souvenir de Dolores sont tous les deux liés au tragique événement qui a marqué l'histoire du parc il y a de cela 30 ans. Dans les flashs de Dolores, on remarque que le pistolet dont elle se souvient est exactement le même que celui qui lui a permis de se défendre dans la grange. Selon moi, il s'agit là d'une arme qui serait capable de tuer des humains et qui lui aurait servi à abattre Arnold. Dans la suite de cet épisode, Dolores accompagne William et Logan dans leur petite aventure de chasseurs de primes. Justement, les deux compères sont en désaccord, comme d'habitude, quant à la façon de traiter Dolores. En effet, Logan pense que l'arrivée de Dolores n'a rien de fortuit et que c'est une preuve supplémentaire du génie de Westworld. Logan y voit même un argument pour encourager la compagnie dont ils sont tous deux employés à augmenter ses actions dans le parc. Logan ajoute d'ailleurs que dans sa famille, tout est question de business, y compris ce voyage. Mais on reviendra sur cette remarque à l'occasion du repas entre Teresa Cullen et Robert Ford. Pour rester sur Logan, on apprécie le clin d'œil appuyé aux jeux vidéo de type RPG et MMORPG quand il récupère le pistolet du chef des bandits. Et oui, à ce moment-là, Logan est clairement en train de récupérer son butin ou encore de looter comme on dit chez les gamers. Enfin, le petit groupe finit par suivre un Logan tout excité par la perspective d'accéder à une partie prometteuse du parc grâce aux bandits qu'ils ont récupérés. L'homme en noir a vraiment les meilleurs moments de cet épisode et sans doute de la série. Mais avant de revenir plus en détail sur ses exploits, on peut dire que cet épisode tord le cou à deux théories. La première, c'est celle des deux lignes de temps séparées, et la seconde, celle qui verrait l'homme en noir comme un espèce de virus qui ne serait visible que par les autres. En effet, pour la première théorie, si vous ne l'aviez jamais entendue, sachez que certains pensent que William et Logan pourraient correspondre au passé de l'homme en noir, ou en tout cas que William ou Logan serait l'homme en noir mais en plus jeune. Toutefois, dans cet épisode, on voit l'homme en noir retrouver Teddy après son combat contre les hommes de Wyatt. Et c'est bien là la preuve que les histoires se déroulent en simultané, puisque le départ de Teddy sur les traces de Wyatt est ce qui a provoqué la fuite de Dolores et son arrivée au campement de William et Logan. Quant à la seconde théorie, celle qui imaginait l'homme en noir comme un virus, elle s'effondre lorsqu'un visiteur vient le remercier pour sa fondation qui a sauvé sa sœur. Cela tend aussi à confirmer que l'homme en noir est bien un humain, un visiteur humain, et pas du tout un androïde super perfectionné.
Mais revenons sur les pérégrinations de l'homme en noir et de Lawrence qui suivent les indications de la petite fille de ce dernier. Ils finissent par apercevoir la belle Armistice alors qu'elle se baigne dans la rivière, ce qui révèle un impressionnant tatouage de serpent. Mais passons directement à la discussion qu'a l'homme en noir avec Hector Escaton dans la prison. Il faut souligner la parfaite correspondance entre le discours d'Hector, qui dit que le monde entier, Dieu et homme compris, vont mal finir, et son nom de famille, Escaton, qui est une référence à l'eschatologie ou discours sur la fin du monde. On peut aussi voir dans toute cette scène d'évasion une métaphore du rôle de libérateur des hôtes des androïdes qui incomberait de façon assez ironique à l'homme en noir. Et il le dit d'ailleurs lui-même à Lawrence dans la diligence en route pour la prison. « Tu as toujours été un prisonnier et je suis là pour te libérer ». Je vous propose de passer rapidement sur le super coup des cigares explosifs pour nous concentrer sur les révélations que fait Armistice à l'homme en noir en remerciement de la libération d'Hector. Armistice est en quête de revanche sur des démons au service d'un homme qui a de nombreux noms. De nombreux noms comme le diable dans la Bible, il s'agit bien sûr de Wyatt. Et c'est ce moment particulier que la série choisit pour nous révéler que l'homme en noir sait qui est Arnold, il sait même qu'il est mort, rompant ainsi la seule véritable règle de ce jeu. Comme il le dit lui-même, avec le labyrinthe, l'homme en noir veut accéder à la dernière histoire laissée par Arnold, mais attention, c'est une histoire qui est véritablement dangereuse. Sans transition, je vous propose de passer à Teresa qui retrouve Robert Ford sur un chantier massif dominé par la présence d'une machine d'excavation tout simplement gigantesque. Ensuite, leur dialogue du restaurant se résume à une démonstration de force de la part de Ford qui se compare directement à un dieu. Mais c'est surtout une menace à peine voilée qui domine cette scène, alors que Ford fait comprendre à Teresa qu'il sait tout d'elle et de sa relation avec Bernard. Dans cette scène, la distinction est à nouveau très nette entre la sensibilité de Bernard que Robert Ford évoque et sa propre absence de sentiment. Et le directeur du parc souligne que si Arnold a perdu la tête, ce n'est pas son cas, il a une vision très claire des choses. D'ailleurs, il apprend à Teresa que le conseil de direction de Delos a déjà envoyé un représentant. Et on se demande évidemment si ce représentant ne serait autre que Logan, puisqu'il a révélé à William que leur voyage relevait du business. Quoi qu'il en soit, on est impressionné par le contrôle divin que Ford exerce sur les autres. Il est temps d'évoquer Maeve, un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Et malheureusement, la dame de Saloon est toujours hantée par les images des interventions de l'équipe de maintenance du parc. L'angoisse de Maeve est communicative lorsqu'elle retrouve les dessins identiques qu'elle a cachés depuis ces derniers jours, toujours sous la même latte de son plancher. Lorsqu'elle voit la poupée d'un enfant indien du parc, c'est la révélation. Une révélation qui l'amène à chercher des réponses auprès du bandit Hector, connu pour ses relations avec les natifs. J'ai vraiment adoré cette scène entre Maeve et Hector, entre petits jeux de questions-réponses, de séduction et code de coffre-fort. Maeve apprend alors que les Indiens considèrent les hommes en combinaison comme des ombres qui voyagent entre les mondes et sont envoyés depuis l'enfer pour contrôler le leur. Avec la preuve qu'elle a bien reçu une balle, Maeve a la confirmation que rien n'a vraiment d'importance et qu'il faut simplement jouir du moment présent. On peut dire que j'ai vraiment hâte de découvrir ce que lui réserve la suite de la saison. Passons à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je réponds à vos questions et cette semaine j'ai choisi les commentaires de Samy et de Evan Dest qui évoquent le cas bien particulier de Bernard. Comme je l'avais souligné dans l'article consacré à l'épisode 3, le dialogue dans le bureau de Robert Ford entre lui-même et Bernard souligne des ressemblances très troublantes entre le profil psychologique d'Arnold, le cofondateur du parc, et de Bernard. C'est aussi dans cet épisode 3 qu'on découvre les discussions qu'a Bernard avec celle qu'on suppose être son ex-femme au sujet de leur fils Charlie. Et voilà qui ressemble étrangement à une fameuse backstory, ces histoires qui sont inventées par les créateurs des androïdes pour les ancrer dans leur réalité illusoire. En effet, comme indiqué en début de vidéo, je suis maintenant convaincu que Bernard n'est autre qu'un androïde créé par Robert Ford sur le modèle de l'esprit d'Arnold. Et de cette façon, Robert Ford a pu récupérer le précieux savoir d'Arnold concernant la conception des hôtes. Toutefois, en transférant la personnalité d'Arnold dans le corps androïde de Bernard, Robert Ford a ouvert la porte à une sorte de répétition, celle du comportement d'Arnold envers les hôtes et son obsession de faire naître chez eux la conscience et le libre arbitre. J'ai déjà évoqué en début de vidéo les entretiens entre Bernard et Dolores qui se déroulent à l'intérieur du système de Dolores, mais ce n'est pas le seul indice et si vous n'êtes pas encore convaincu, vous n'allez pas tarder à l'être. Pour commencer, je vous propose de revenir à la constellation d'Orion qui avait été évoquée dans l'épisode précédent. Dans cet épisode, Bernard explique à Elsie que le baudrier d'Orion ne comporte que 3 étoiles et non pas 4 comme ce qu'on peut voir dans les gravures de l'hôte qui avait pris la fuite. Grâce aux recherches de Samy, plongeons-nous plus précisément dans l'astronomie d'Orion.
Dans cette constellation, on retrouve une nébuleuse qui s'appelle la boucle de Barnard. Et cette boucle aurait pour origine l'explosion d'une étoile supernova il y a de cela environ 2 millions d'années. En résumé, il y avait bien 4 étoiles auparavant, et le résultat de la disparition de la 4e, eh bien, c'est cette boucle de Barnard. Évidemment, comme vous l'avez compris, Barnard correspond à Bernard, et la boucle est un superbe clin d'œil au destin cyclique des androïdes. L'indice suivant est nettement plus complexe, mais vous le retrouverez expliqué en détail dans la version article de cette vidéo. Pour résumer, quand Robert Ford interroge Peter Abernathy, le premier père de Dolores, dans le premier épisode, il lui demande son nom. Et la réponse, une rose est une rose est une rose, fait directement référence à Guillaume d'Occam, à Pierre Abélard et à William Shakespeare. On peut d'ailleurs remarquer que le choix de William pour le prénom du personnage n'a sûrement pas été fait au hasard. La rose de la réponse de Peter Abernathy fait notamment référence à la pièce Roméo et Juliette de Shakespeare, mais là encore, vous trouverez les références et les détails dans l'article. Le point commun entre Roméo et Juliette d'un côté et Pierre Abélard de l'autre, c'est bien sûr l'histoire d'amour impossible entre deux êtres que tout oppose. En effet, si vous ne le saviez pas, Pierre Abélard a vécu une incroyable histoire d'amour avec Héloïse, une jeune fille dont on lui avait confié l'éducation. Et selon moi, c'est exactement ce qui s'est produit entre Dolores et Arnold, mais avec une fin encore plus tragique que celle d'Abélard et Héloïse. Et c'est certainement cette histoire dont Dolores a des réminiscences lorsqu'elle se souvient de l'église blanche et du pistolet. Forcément, on se demande si cette histoire va se répéter avec William et Dolores. Dernier indice au sujet de la nature véritable de Bernard, sachez que l'anagramme de Bernard Law donne Arnold Weber. Alors certes, on ne connaît pas encore le nom de famille d'Arnold, le cofondateur du parc, mais maintenant, on a une petite idée. Et voici donc la terrible ironie de l'histoire de Bernard. Lorsqu'il était un humain, Arnold, il était amoureux d'une hôtesse, une androïde, sans doute Dolores. Mais maintenant qu'il est lui-même un androïde, il est amoureux d'une humaine, Teresa. Le cycle se répète et c'est la boucle de Bernard. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour ce qui est de la mise en ligne des vidéos d'analyse des prochains épisodes de cette première saison, j'essaierai de garder un rythme assez soutenu, mais sans inonder ceux qui n'ont pas forcément envie de voir ces vidéos remises en ligne. Donc je vous dis à très bientôt, et puis si vous cherchez les t-shirts, vous les trouvez en description des vidéos. Salut!